L'avion russe qui s'est abîmé hier dans la mer Noire aurait été abattu par erreur par un tir de missile de l'armée ukrainienne en manœuvre, une hypothèse plus que probable. Les premières troupes américaines font route vers l'Ouzbékistan alors qu'un document inédit montre Oussama Ben Laden entouré de nouvelles troupes, un document qu'il est difficile de dater même si l'on nous affirme qu'il a été tourné après les attentats du 11 septembre. Zinedine Zidane a deux amours, ses origines kabyles et sa ville natale de Marseille. Zizou se dit déchiré avant le match amical de demain qui opposera la France à l'Algérie, reportage des deux côtés de la Méditerranée. Et puis le début des collections printemps-été 2002, les défilés de prêt-à-porter sous haute sécurité. Les acheteurs américains ont décidé de ne pas venir après les attentats de septembre. Madame, Monsieur, bonsoir. À Toulouse, les experts ne dévient pas de leur route malgré les rumeurs. La piste de l'accident est toujours largement privilégiée, même si ces derniers jours, l'hypothèse d'un attentat a été évoquée. Fanny Auvergne, Zindine Boudaoud et Muriel Lassaga. Victime de l'explosion, Hassan Jandoubi est devenu pour certains suspect parce qu'il portait plusieurs couches de sous-vêtements. Une tenue vestimentaire qui rappellerait celle des kamikazes. 2 jours que Roland Carr, de son beau-frère, se bat contre ces rumeurs. Non, Hassan n'était pas un intégriste religieux et s'il portait plusieurs épaisseurs de vêtements, c'est parce qu'il était complexé par sa maigreur. Pour faire avancer l'enquête, Roland Carr se prépare à remettre aux policiers les affaires d'Hassan. C'est normal, ça, on est tout à fait d'accord, parce qu'il faut que l'enquête accélère et puis qu'il n'y ait pas d'obstacle, surtout que ça aille assez vite pour qu'il y ait un démenti et qu'on cherche ailleurs et qu'on arrête de nous salir, quoi. Voilà. Venu perquisitionner au domicile du beau-frère d'Hassan Jandoubi, la police repart au bout d'1 quart d'heure sans rien saisir. Pendant ce temps, à la mosquée Es-Salem, une conférence de presse est organisée pour dénoncer la campagne de diffamation à l'encontre des musulmans et d'Hassan Jandoubi. On a essayé de tuer cette personne une deuxième fois, avec ce rite d'humiliation qu'on fait à sa famille. C'est quelqu'un de marié, et ça c'est un peu lamentable. Et c'est lamentable qu'on arrive à un certain stade que sa famille, sa copine ou sa femme commence à dire que non, il boit de l'alcool, il mange du cochon pour pouvoir montrer qu'il n'est pas intégriste. C'est un peu lamentable. De son côté, cet après-midi, le préfet lui aussi a tenu à calmer les esprits. Il affirme que le site de l'explosion est sécurisé. Je crois qu'il faut bien que chacun sache que cette sécurité du site est un enjeu majeur, que toutes les mesures sont prises et seront prises, et que tous les produits toxiques ou dangereux sont ou seront neutralisés ou évacués. Enfin, le premier rapport d'experts a été remis hier au juge. Il conclut à la thèse de l'accident. Mais pour mettre fin définitivement aux rumeurs, les experts doivent encore déterminer le mécanisme de la déflagration. 2 semaines, jour pour jour après l'explosion de Toulouse, la question de l'indemnisation des victimes par les assurances prend une toute autre tournure, qu'il s'agisse d'un accident ou d'un attentat. Une différence de taille, car les payeurs ne seront pas les mêmes, comme nous l'expliquent David Boéry et Philippe Turpot. 15 jours après l'explosion, les compagnies d'assurance n'ont pas fini de faire leur compte. D'après les dernières estimations, le coût se situerait entre 1,5 milliard et 2,3 milliards d'euros, soit 10 à 15 milliards de francs. Qui va payer ? Tout dépend des circonstances du drame. Première hypothèse, celle de l'accident. Si les enquêtes diligentées concluent à la responsabilité de Total, Total aura à supporter la totalité de l'indemnisation des préjudices subis par toutes les victimes, c'est-à-dire les particuliers pour les habitations et véhicules, dommages corporels, et les entreprises pour les dommages directs et leurs pertes d'exploitation. En cas d'accident, la facture serait donc entièrement réglée par le groupe pétrolier et ses assureurs. Deuxième hypothèse, celle de l'attentat. Total-Fina Elf ne peut pas être tenu pour civilement responsable. Dans ce cas, les dégâts sont remboursés par la police d'assurance de chaque victime. Un fonds de garantie nationale indemnise les blessés et les proches des personnes décédées. Enfin, troisième hypothèse, celle de la malveillance. Dans ce cas, difficile de déterminer les responsabilités et ce serait à la justice de trancher. Et on apprend à l'instant que la ville de Toulouse veut assigner Total-Fina Elf devant la justice. Sans parler de certitude, je vous le disais en titre, l'hypothèse d'un tir de missile accidentel se précise. Le Premier ministre ukrainien l'envisage lui-même. Cette version n'est pas celle de Moscou, puisque la justice russe a ouvert une enquête pour terrorisme. Reste que la thèse de la bavure est également appuyée par les responsables américains. En effet, l'armée ukrainienne était en pleine manœuvre lorsqu'a été fauché en plein ciel l'avion russe qui s'est abîmé dans la mer Noire. Bernard Lebrun.
Sur les rives de la mer Noire, rentre au port le premier navire s'étant rendu sur la zone du crash. Cet énorme cargo, le capitaine Vakulo, a déchargé ce matin 13 corps récupérés par les plongeurs à la surface de l'eau, mais aussi des morceaux du cockpit du Tupolev d'Air Sibérie. Selon le capitaine, il y aurait sur certaines tôles des trous ressemblant à des impacts de balles. Pour la Russie et son président en premier lieu, cette catastrophe aérienne résulterait d'un attentat terroriste. Lors de ce Conseil de sécurité, Vladimir Poutine a annoncé que le parquet de Moscou avait ouvert une enquête criminelle pour acte de terrorisme. Et pourtant, ce soir, la thèse du tir accidentel d'un missile ukrainien au-dessus de la mer Noire semble l'emporter. En effet, à moins de 250 km du lieu du crash, l'armée de terre s'entraînait. Après maintes réfutations d'officiers et ministres embarrassés, Anatoly Kirmak, le Premier ministre d'Ukraine, a déclaré cet après-midi, je cite, qu'il ne fallait malheureusement pas écarter cette hypothèse. Fin de citation. Lorsque, 14 minutes avant l'explosion, l'équipage communique avec le contrôle aérien russe, le commandant de bord signale qu'il a reçu par radio l'assurance des Ukrainiens sur l'absence de tir dans la zone. 13h44, l'explosion, et pour l'instant rien ne prouve que l'avion ait modifié sa trajectoire. Seules les boîtes noires pourront éclairer l'enquête, mais elles se trouvent par 1000 mètres de fond et les débris de l'avion sont dispersés sur plus de 10 km. En Israël, le choc est immense. Plus d'un avion ne décolle. Parmi les 78 passagers disparus, il y avait 57 Israéliens. Le vol de la mort, titrent les journaux, qui publient les visages des victimes qui allaient visiter leur famille, dont Liana Yakopov, 28 ans, et son fils Michael. Tous ont péri à bord de ce vol 1812, Tel Aviv, Novosibirsk. Après les attentats de New York et de Washington, la communauté internationale n'exclut aucune nouvelle attaque terroriste. L'arme bactériologique est prise au sérieux. Les autorités françaises ne s'en cachent pas. Le risque existe. Et Lionel Jospin annonçait dès mercredi un plan d'alerte et de prévention baptisé Biotox. Aujourd'hui, Bernard Kouchner a détaillé l'ensemble de ce dispositif. Patrice Pelé, Laurent Siron, Marie-Pierre Samitier. Comment contrer le bioterrorisme ? Ce matin, Bernard Kouchner présentait le plan Biotox. Le ministre de la Santé a annoncé des mesures dans 4 domaines. La prévention, la surveillance, l'alerte et l'intervention. C'est l'ensemble du territoire français qui est concerné. Des hôpitaux de référence par zone de défense ont été désignés pour mise en place des unités de décontamination en cas d'un risque chimique. Les SAMU de ces hôpitaux ont été réunis au ministère, ici, et ont été invités à compléter, si nécessaire, leur protocole d'intervention. Pompiers, sécurité civile, militaire, les capacités d'intervention seront accrues dès le déclenchement du plan Biotox. Tous les produits bactériochimiques seront combattus. 5 millions de doses de vaccins antivarioliques sont prêtes. Y a-t-il des gens qui, dans des intentions malignes et éventuellement terroristes, pourraient répandre ce virus de la variole? C'est très improbable. C'est très difficile et ça ne ferait qu'un petit foyer épidémique, facile à circonscrire, et dans ce cas-là, il faudrait éventuellement non seulement traiter la variole, mais probablement vacciner l'entourage. Pour la première fois de son histoire, la France prend en compte la menace biologique. La mise en œuvre du plan Biotox représente un budget de 400 millions de francs pour le ministère de la Santé. Je vous propose à présent ce document inédit, impossible à dater avec précision, mais vous allez le voir, ces images récentes d'Oussama Ben Laden parlent d'elles-mêmes, elles sont si rares, et l'on y découvre clairement le milliardaire d'origine saoudienne dans un camp qui pourrait être en Afghanistan. Bertrand Koch. Ces images sont une exclusivité Al Jazeera, la chaîne arabe basée au Qatar et seule autorisée à filmer dans l'Afghanistan des talibans. Diffusées ce matin, elles sont censées avoir été tournées après les attentats du 11 septembre. On y voit donc Oussama Ben Laden coiffé d'un turban afghan et flanqué de son numéro 2, l'Égyptien Al-Zawahiri. Face à eux, quelques dizaines de combattants casqués, le visage masqué, des nouvelles recrues, selon Al Jazeera, dont ce serait la cérémonie d'admission au sein d'Al-Qaïda, l'organisation de Ben Laden. Des chants, quelques rafales de Kalachnikov. Ben Laden assiste sans broncher à la petite manifestation. Rien n'indique le lieu ni la date de ce qui semble être la dernière apparition publique de l'ennemi numéro 1 de la communauté internationale.
Et les forces américaines se mettent en mouvement. Les premiers soldats font route vers l'Asie centrale et devraient arriver dans les heures qui viennent en Ouzbékistan, où se trouve déjà le secrétaire américain à la Défense, Donald Rumsfeld. Appuyé par la tournée diplomatique de Tony Blair, qui ne ménage pas sa peine, ce premier déploiement de troupes au sol ne va pas sans poser problème, puisque le président ouzbek, qui s'est très vite rangé aux côtés des États-Unis, émet certaines réserves. Paul de Genève. Tony Blair aux avant-postes de la lutte antiterroriste. L'infatigable Premier ministre britannique est venu chercher personnellement le soutien du pays clé de la coalition. Élément déterminant des discussions, la prise en compte de la communauté majoritaire en Afghanistan, les Pashtuns. Si le régime taliban refuse de livrer Ben Laden et que le régime s'effondre, nous nous sommes mis d'accord pour que toutes les communautés pratiquent un nouveau gouvernement, y compris les Pashtuns. Le président pakistanais Musharraf s'est pour sa part clairement rangé du côté de la coalition. Les éléments apportés par la Grande-Bretagne et les États-Unis l'ont convaincu. À ses yeux, le réseau d'Oussama Ben Laden est bien lié aux attentats du 11 septembre. L'étau se resserre autour du régime des talibans, maintenant lâché par le seul pays qui lui reconnaissait une légitimité. La pression s'exerce également sur le plan militaire. Le secrétaire américain à la Défense était aujourd'hui en Ouzbékistan. Le président ouzbek a offert aux États-Unis l'usage de son espace aérien et de ses bases, mais a refusé qu'une offensive soit lancée à partir de son territoire. Et dès aujourd'hui, un premier contingent d'1 millier d'hommes a quitté les États-Unis pour l'Ouzbékistan. En manœuvre dans le sultanat d'Oman, 23 000 soldats britanniques se tiennent prêts. Reste maintenant à savoir si cette pression politique et militaire suffiront pour faire tomber le régime des talibans ou si une offensive sera nécessaire. On a appris en toute fin de journée qu'un conseil restreint se tenait à l'Élysée autour de Jacques Chirac. Jacques Wittenberg, il n'y aura sans doute pas de communication officielle, mais que peut-on dire de cette réunion qui, je crois, se poursuit toujours à l'heure qu'il est ? Tout à fait, Béatrice, il est vrai que le jour et l'heure de ce conseil restreint sont plutôt inhabituels, puisque ce genre de réunion se tient d'habitude le mercredi matin après le conseil des ministres, et donc très rarement, voire jamais, un vendredi soir. Pour autant, je crois qu'il faut rester très prudent ce soir quant à la signification de ce conseil restreint. Selon nos informations, en effet, ce conseil ne signifierait pas qu'il va y avoir des décisions immédiates. En clair, que des frappes militaires seraient programmées, par exemple, dans les prochaines heures, voire dans les prochains jours. On insiste vraiment, selon ce que nous avons pu savoir donc ce soir, sur la décision même de tenir ce conseil restreint qui n'a pas été prise en urgence mais qui correspondait plutôt aux agendas respectifs de Jacques Chirac et de Lionel Jospin. En fait, le président et le Premier ministre, mais aussi Alain Richard, le ministre de la Défense, et donc Hubert Védrine, celui des Affaires étrangères, voulaient plutôt se voir ce soir pour discuter des derniers éléments de l'enquête, notamment sans doute l'implication très probable d'Oussama Ben Laden dans les attentats. Ce serait donc la raison première de la tenue de ce conseil restreint ce soir, où il faut donc rester très prudent quant à sa signification. C'est le deuxième conseil restreint qui se tient depuis les attentats du 11 septembre. Merci Jacques Wittenberg de toutes ces précisions. Au Pakistan, où l'afflux des réfugiés se poursuit et s'accélère alors que se précise la menace d'une riposte américaine, nos envoyés spéciaux Philippe Rochaud et Sylvain Guillaume se sont rendus sur la frontière avec l'Afghanistan, chose vue sur la route de Kaboul. Les fusillés de la passe de Khyber. Ces bérets noirs sont chargés de la protection de la route qui va de Peshawar au Pakistan à Kaboul, la capitale afghane. C'est par là que les Britanniques ont fui l'Afghanistan au début du siècle dernier. C'est par là, disent les talibans, que les Américains repartiront quand nous les aurons défaits. Pour l'heure, c'est le chemin des camions qui font encore la route. Camions de raisins venus d'Afghanistan qui montrent que des paysans, quelque part, travaillent encore. Camions de réfugiés ou camions de ravitaillement pour Kaboul que conduisent quelques hommes courageux. Sur toute la route qui va de la frontière à Kaboul, j'ai croisé des milliers de gens qui se dirigeaient vers le Pakistan. Certains avaient leur voiture, d'autres avaient emprunté des véhicules, et les autres marchaient carrément à pied. Et ces réfugiés afghans, nous les avons retrouvés à des passages plus discrets. Car officiellement, la route de Kaboul au Pakistan leur est fermée. Mais ici, à cause des zones tribales, les frontières sont de véritables passoires. 2000 réfugiés afghans traversent ici chaque jour. Ils seront encore plus nombreux si les frappes américaines ont lieu, mais ils fuient aussi le régime des talibans. Les gens à Kaboul n'ont aucun espoir. Ils essaient de trouver tous les moyens possibles pour partir au Pakistan ou en Iran. Les conditions de vie sont très mauvaises à Kaboul et les gens souffrent.
Mais surtout, les talibans arrêtent les jeunes dans la rue pour les enrôler dans l'armée et soutenir la guerre sainte. Alors c'est encore sur la route de Kaboul que se trouve la solution au problème afghan. Car il faudra compter aussi avec ces tribus pashtunes qui vivent des deux côtés de la frontière et qui jusque-là ont soutenu le pouvoir des talibans. Les troupes de l'Alliance du Nord se disent prêtes à attaquer les talibans au pouvoir, une détermination sans faille. Aujourd'hui, le successeur du commandant Massoud a passé en revue quelques 3000 soldats portant des uniformes flambant neufs. Le général Fahim a assisté ensuite au défilé d'une vingtaine de chars devant les caméras de télévision réunies. À pied d'œuvre, une véritable armada américaine et britannique est prête à entrer en action. À Oman, plus de 20 000 soldats anglais sont en manœuvre. Quant aux forces spéciales, certaines seraient déjà sur le terrain en Afghanistan. À Londres, Laurent Boussier. Depuis quelques jours, ça n'est plus un secret, les forces spéciales britanniques, les fameux SAS, sont entrées en action en Afghanistan. Renseignements, repérages, infiltration, aide ponctuelle aux Moudjahidines. Pour certains de ces super soldats entraînés, comme on le voit sur ces images, à toutes les formes de guerre, cette mission a un goût de déjà-vu. Ancien SAS, Tom Carew a fait plusieurs séjours en Afghanistan au moment de la guerre contre les soviétiques. Le froid, les montagnes, les guerriers afghans, il connaît. Je pense que ce n'est pas une guerre pour les forces conventionnelles. L'Afghanistan est une forteresse naturelle. Il y a des montagnes jusqu'à 4000 mètres d'altitude. Il y a des grottes naturelles où on peut se cacher. C'est un cauchemar si vous avez à monter là-haut et vous battre. Les Russes s'étaient préparés à se battre contre l'OTAN, pas contre les Moudjahidines. Cela se cachait dans les hauteurs. Ils attendaient qu'ils passent, les attaquaient, retournaient se cacher dans les grottes et les réattaquaient. Ils étaient parfois à moins de 10 mètres. En revanche, c'est un terrain idéal pour les forces spéciales. Action clandestine et surtout renseignement, ce sont donc les opérations de ces forces spéciales sur un terrain particulièrement hostile qui décideront du succès ou non de cette guerre contre les camps d'entraînement de Ben Laden en Afghanistan. En Grande-Bretagne, ce jour de prière a été une nouvelle fois l'occasion pour les militants islamistes de montrer un certain soutien à Ben Laden et de dire clairement leur opposition à toute riposte américaine. Patrick Fandiot. La tension est montée d'un cran. L'homme ne supporte plus la présence des caméras de télévision devant sa mosquée. La police, elle, ne loupe rien de l'altercation. Le lieu et ceux qui viennent y prier sont placés sous haute surveillance. La mosquée a en effet la réputation d'être l'une des plus intégristes de Londres. Jamel Begal, le chef présumé du réseau Ben Laden en France, la fréquentait pendant son séjour ici. Aujourd'hui, les responsables religieux ne veulent faire aucune déclaration. Ceux qui appellent au djihad, à la guerre sainte, sont à quelques kilomètres de là. Des militants islamistes qui veulent voir des musulmans plus combatifs si l'Afghanistan était bombardé. Vous devez sacrifier votre vie, sacrifier votre richesse, le faire au nom d'Allah. Quand allez-vous réagir? Quand ils vous tueront tous ici? Qu'est-ce que vous feriez vous? Dites-moi, allez-y, dites-moi. Que feriez-vous s'ils bombardaient votre sœur, votre mère, votre tante? Que feriez-vous? Est-ce que c'est parce que je suis musulman que je ne devrais pas me défendre? Le public est acquis à la thèse d'un complot de l'Occident et doute très fort de la culpabilité de Ben Laden. Ben Laden n'a pas pu faire ça. C'est impossible. S'il y avait des preuves, pourquoi on ne les donne pas? Pourquoi on les réserve au Parlement? Il faut nous les donner. Jusqu'ici, les islamistes radicaux faisaient plutôt profil bas à Londres. À l'approche des frappes militaires en Afghanistan, ils redonnent de la voix. Le gouvernement de Tony Blair a décidé de renforcer leur surveillance. Crise ouverte entre George Bush et le Premier ministre israélien. La Maison-Blanche en juge inacceptables les propos d'Ariel Sharon qui affirmait hier que les Occidentaux cherchaient à s'entendre avec les Arabes aux dépens d'Israël. Une déclaration du Premier ministre de l'État hébreu d'une rare sévérité puisqu'il n'hésitait pas à dire qu'Israël ne sera pas la Tchécoslovaquie de 1938. Charles Anderlin. C'était hier soir. À nouveau, le Proche-Orient bascule.
Ariel Sharon annonce qu'il n'y a pas de cessez-le-feu et lance une mise en garde sans précédent aux États-Unis. Ne commettez pas à nouveau l'erreur terrible commise en 1938 lorsque les démocraties européennes ont sacrifié la Tchécoslovaquie pour une solution provisoire. N'essayez pas de vous entendre, dit-il, avec les Arabes à nos dépens. Cette comparaison avec Neville Chamberlain, cédant à Adolf Hitler, était trop forte pour George Bush. Il a fait publier un communiqué qualifiant les commentaires de M. Sharon d'inacceptables. Parallèlement à cette tension entre Israël et les États-Unis, sur le terrain, la situation se détériore rapidement. La nuit dernière, l'armée israélienne a réoccupé 2 collines en secteur autonome à Hébron. Les combats ont fait 6 morts et une centaine de blessés palestiniens. Ce matin, un calme tout relatif régnait dans le secteur. Officiellement, l'opération a pour but de neutraliser les tireurs palestiniens qui, depuis ces collines, ouvraient le feu sur l'implantation juive de Hébron, où habitent 400 colons. L'armée a réquisitionné plusieurs maisons dans le quartier en expulsant les locataires. On a été obligé de sortir en pyjama. Ils occupent ma maison et on n'a pas le droit d'y retourner. Je ne peux pas aller chercher mes papiers ou mon argent. Avec nos 8 enfants, on habite chez mon frère. Le quartier est sous couvre-feu jusqu'à nouvel ordre. Ce matin, les soldats nous ont crié qu'ils allaient tirer sur toute personne qui sortirait dans la rue. Nous, on a l'habitude, mais le problème, c'est les enfants. Visiblement, l'armée israélienne restera ici le temps qu'il faudra pour assurer la sécurité des colons. Cette opération ne sera pas la seule. D'autres sont prévues, notamment dans le nord de la Cisjordanie, à Jenin. Une fois de plus, le Proche-Orient est de retour à la case départ. À Alger, manifestation interdite des Kabyles. Quelques milliers de personnes ont été empêchées d'atteindre la capitale. Le nombreux barrages et des forces anti-émeutes barrant donc la route à des délégués qui venaient de déposer leur plateforme de revendications. Ces revendications sont pour eux un minimum non négociable pour mettre un terme à leur mouvement. Le président Bouteflika, qui vient en signe d'apaisement de décider que la langue berbère figurerait comme langue nationale dans la Constitution, a reçu un écho très défavorable, les Kabyles demandant qu'elle soit reconnue comme langue officielle. La Cour de cassation examinait aujourd'hui le statut pénal du président de la République. L'avocat général suit en partie la position du Conseil constitutionnel. Jacques Chirac ne pourra être entendu comme témoin que s'il l'accepte et aucune poursuite ne pourra être faite tant qu'il sera le président en exercice. La plus haute juridiction française se prononcera mercredi prochain. Dominique Verdeillan, Gilles Payan. L'instant est rare. D'habitude, ces hauts magistrats sont appelés à dire le droit dans des dossiers concernant de simples citoyens. Aujourd'hui, il est question de Jacques Chirac. Quel pouvoir a un juge face au chef de l'État? Pour l'avocat général, le président peut être entendu comme simple témoin si l'intéressé est d'accord. En revanche, poursuit le magistrat, seule la Haute Cour de justice est compétente, une mise en accusation qui est seule du ressort des 2 assemblées. À l'intérieur, le débat est juridique, mais à l'extérieur, les réactions sont politiques. Si la Cour de cassation, dans sa forme la plus solennelle, la plus digne et estimable, juge que Jacques Chirac devra comparaître devant la Haute Cour, les parlementaires ne pourront pas échapper à leurs responsabilités historiques. Et les propositions qui ont été faites à la fois par la partie civile et par l'avocat général semblent rapprocher Jacques Chirac d'une échéance judiciaire. Le chef de l'État doit être un justiciable comme un autre, avance la partie civile qui a provoqué ce débat. Une partie civile qui émet les plus grandes réserves devant la Haute Cour de justice. Tout le monde sait que c'est une juridiction qui est quasiment impraticable à l'heure actuelle. En plus, les infractions sont complètement floues, comme l'a d'ailleurs expliqué l'avocat général. Immunité présidentielle ou pas, la réponse sera connue mercredi matin. L'avenir judiciaire du chef de l'État dépend désormais de 19 hauts magistrats. Et de nouvelles prévisions à la baisse concernant la croissance. Selon l'INSEE, le ralentissement de l'économie française cette année se traduira par une prévision de 2,1% de croissance contre les 2,3% espérés en juin. Quant à Lionel Jospin, il estime qu'il n'y a pas de récession en Europe, mais qu'il existe malgré tout une baisse de la croissance en France. Nous l'écoutons. La situation américaine et les situations européennes ne sont pas identiques. C'est les États-Unis qui ont été frappés directement, et ils ont été frappés au moment où ils étaient en récession économique.
En Europe, il n'y a pas de récession économique pour le moment, il y a un ralentissement de la croissance. À Paris, quelques milliers de salariés de l'électroménager manifestaient cet après-midi devant l'hôtel Matignon pour défendre l'emploi. Leurs délégués syndicaux ont été reçus par le cabinet du Premier ministre. Ils sont sortis déçus, considérant que l'État ne prenait pas le dossier à bras-le-corps. La campagne électorale, qui avait marqué une pause après les attentats du 11 septembre dernier, reprend doucement son cours. Ainsi, François Bayrou, qui se présente comme le troisième homme, a décidé de redémarrer sa tournée à bord d'un bus qui parcourra la France. À Blois, Alix Bouillaguet et Stéphane Morel. Il est enfin sorti de son garage de Normandie, le fameux bus au colza du candidat François Bayrou. Est-ce que votre bus s'appelle toujours Air Force One? C'est pas moi qui l'appelais, c'était un surnom. Air Force One, en référence à l'avion du président américain, reprend donc du service. Premier arrêt à Blois et premier thème, devenu incontournable pour tout candidat à la présidentielle, le dialogue avec les représentants de l'islam. Vous êtes devenu pratiquant par famille ou par choix personnel? Non, c'est pas un choix, c'est ma famille, c'est ma religion, c'est mon destin. Quasiment silencieux depuis les raids suicides, c'est avec les gens d'en bas, comme il les appelle lui-même, que François Bayrou renoue le contact. Une campagne qui, d'après lui, ne sera plus la même. Je pense que la campagne est plus dure parce que naturellement les deux patrons de l'exécutif, les deux sortants, sont au premier plan. Mais en même temps, les problèmes vont être plus durs et donc il va falloir les traiter. La situation internationale s'est imposée à tous les candidats. Le bus de François Bayrou va devoir lui aussi réviser son plan de route. En moins de 8 jours, troisième mitraillage en Corse. Après les casernes de gendarmerie, c'était cette nuit autour du palais de justice de Bastia d'être touché. Stéphane Bretner. Un mitraillage en règle. 30 balles ont traversé les bureaux du palais de justice. La nuit dernière, un commando posté sur le parking fait feu contre la façade. Aucun blessé, pas de revendication. Je suppose qu'on peut le mettre en relation avec notre travail et notamment certaines décisions récentes que nous avons rendues. Vous savez, quand les gens ont tort, souvent, il ne leur reste qu'à maudire leur juge. Pour la troisième fois en 8 jours, un bâtiment public est visé en Corse. Fin septembre, 2 gendarmeries étaient mitraillées de la même manière. Un membre du FLNC, soupçonné d'en être l'un des auteurs, a été écroué. Coïncidence ou pas, ce nouveau mitraillage intervient quelques heures après l'audition de 4 nationalistes devant un juge antiterroriste. La catastrophe de Toulouse amène une meilleure surveillance et une meilleure prévention dans d'autres sites à risque. Ainsi, le préfet du Nord a demandé l'inspection de 2 usines dans son département qui avaient reçu l'autorisation de stocker des nitrates d'ammonium, des produits identiques à ceux de Toulouse. Une tournée riche d'enseignements puisque des irrégularités ont été constatées. Anne Mourgue et Patrick Wurstorm. De son jardin, Viviane a une vue imprenable sur l'usine. Une entreprise à haut risque, semblable à celle de Toulouse. On peut y stocker jusqu'à 600 tonnes de nitrate d'ammonium. Aujourd'hui, Viviane est encore plus inquiète. Elle vient d'apprendre que certaines normes de sécurité ne sont pas respectées. Bien souvent, je m'absente le matin. Je me dis s'il doit arriver quelque chose, pourvu que ça soit pendant que les enfants sont en classe ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai que ça fait peur. 10 000 personnes vivent à proximité du site. Les inspecteurs de la direction de l'environnement l'ont d'ailleurs noté, certaines maisons sont trop près. Dans l'usine, les conditions de stockage des engrais sont, elles, peu satisfaisantes. Pire, ces 2 cuves, l'une avec du fioul, l'autre des nitrates d'ammonium. Elles sont beaucoup trop proches. En cas d'incendie, elles pourraient exploser. Ce sont des irrégularités, des non-conformités par rapport à la réglementation. Certaines sont majeures et nous ont conduit à prendre des mesures d'urgence qui ont été imposées par les préfets concernés. Le directeur de l'usine n'a pas souhaité s'exprimer publiquement. Tout juste dit-il que 20 millions de francs viennent déjà d'être dépensés pour la sécurité. Quant au maire de la ville, il s'inquiète pour l'avenir des 55 salariés. Il faut penser à la sécurité des gens, mais il faut aussi penser à l'avenir économique d'un secteur et d'une région fortement marquée par le chômage. Car les autorités sont claires, la menace de fermeture plane désormais sur l'entreprise. Le préfet n'exclut pas du tout, s'il n'y a pas d'autre solution, de fermer un site si c'est nécessaire. L'usine d'engrais dispose maintenant de quelques jours pour remettre en conformité ses installations et rassurer ainsi un peu la population. La mort de la petite Auvélie à l'Île-sur-la-Sorgue serait d'origine accidentelle. Les gendarmes privilégient aujourd'hui cette piste et les parents qui avaient été placés en garde à vue ont pu rentrer chez eux. Michael Darmon, Nathalie Jourdan.
Lorsqu'il raccompagne Serge et Mireille Nopen à la sortie de la gendarmerie, le chef d'enquête veut signifier que pour lui, le mystère de la noyade d'Auvélie est éclairci. Aujourd'hui, il reconstitue ce qui s'est passé ce 29 août aux alentours de 7 heures. Auvélie, qui était très autonome, une fillette active, dynamique, astucieuse, est vraisemblablement sortie pour aller imiter les enfants qu'elle voyait tous les jours, jeter des pièces dans l'eau. Et là, malheureusement, le drame aurait pu se jouer accidentel. Bébé aurait certainement chuté dans l'eau. Les parents d'Auvélie doivent désormais vivre avec cette vérité de l'enquête, alors que eux croient toujours à un crime de rôdeur. Je suis convaincu qu'il y a des choses dans la maison qui ont été modifiées durant cette nuit et que c'est pas l'œuvre d'Auvélie. Je veux dire, bon, donc ça c'est un fait incontournable pour moi. Ça fera que je conserverai le doute toute ma vie, quoi. L'information judiciaire pour meurtre et viol a été ouverte précipitamment avant l'autopsie et à partir d'un premier constat médical erroné. Le bébé n'ayant subi aucun sévice, l'enquête s'est orientée vers une négligence accidentelle des parents. Après 230 pièces de procédure et 40 heures de garde à vue, les gendarmes l'affirment, il n'y a plus à ce jour d'affaire Auvélie. Quand on reparle du nuage de Tchernobyl, 200 malades de la thyroïde portent plainte pour empoisonnement. Ils considèrent que leur geste est nécessaire pour mettre un terme à la loi du silence. Ces plaintes s'ajoutent à la cinquantaine d'autres déjà déposées en mars. Les ostéopathes qui n'ont pas leur diplôme de médecine auront désormais droit de citer, tout comme les chiropraticiens qui sont enfin reconnus pour leur savoir-faire et leur qualité. Un amendement voté à l'Assemblée offrira à ces deux professions un vrai statut. Jean-Daniel Flézaquier, Daniel Lévy. Comment allez-vous aujourd'hui? Eh bien, ça va beaucoup mieux, beaucoup mieux. Plus dénouée. Martine Coffre devrait bientôt sortir de l'illégalité. Elle est chiropraticienne, un métier qui appartient à la famille des thérapies manuelles. Mais cette discipline, qui nécessite 6 ans d'études après le bac et qui est reconnue dans la majorité des pays européens, n'existe pas officiellement chez nous. Le diplôme de chiropratique n'est pas reconnu en France et le titre d'ostéopathe est réservé aux seuls médecins. Mais les députés français ont voté hier un amendement qui, une fois définitivement adopté, permettra aux chiropraticiens et aux ostéopathes non médecins de pouvoir exercer en toute quiétude leur art. Seul bémol, il n'y aura pas de remboursement par la sécurité sociale. En revanche, les mutuelles devraient prendre en charge une partie de la consultation et pour les y aider, les chiros ont déjà des arguments. Je pense que les mutuelles vont être très contentes parce que très rapidement, elles vont se rendre compte qu'elles vont faire des économies. Parce que différentes études, et entre autres qui ont été faites en Grande-Bretagne, ont prouvé que les soins chiropratiques étaient beaucoup moins onéreux que les soins médicaux pour des lombalgies, pour des maux de dos en tout genre. Mais comment saura-t-on si l'on consulte un professionnel bien formé? Pour les chiropraticiens, c'est simple, ils ont un diplôme unique. Il sera moins aisé en revanche de savoir si tous les ostéopathes ont la même compétence. 24 heures avant le match amical qui opposera au Stade de France les tricolores à l'Algérie, je vous propose de voir comment les proches de Zinedine Zidane, qui a des origines kabyles, ses proches vont vivre cette rencontre historique. D'un côté, le petit village natal de son père, à plus de 200 km d'Alger, et de l'autre côté de la Méditerranée, la ville de Marseille. Florent Gautreau, Michael Darmon. C'est ici que tout a débuté et les quartiers nord n'ont pas oublié. C'est ici que Zidane, enfant marseillais, a commencé à jouer. Et à la veille d'un historique France-Algérie, le fils d'immigrés algériens est au cœur de toutes les conversations. J'espère que Zizou jouera et qu'il fera son match. Comme il a dit, ça lui fera un pincement au cœur. À nous aussi, espérons que ça se passera bien. Avec pour certains un regret, Zidane jouera bien côté français. C'est un Kabyle mais algérien. On joue pourquoi pas, il pourra jouer à l'Algérie. Qui va gagner? Je serai en Algérie. De France en Algérie, d'une rive de la Méditerranée à l'autre, l'image de Zidane est toujours la même, une idole, un héros, un exemple. À Gemoun, dans les montagnes de Kabylie, le village de la famille Zidane est devenu célèbre. C'est d'ici que Smaïl, le père de Zinedine, est parti pour la France, il y a 50 ans. Bien sûr qu'il représente l'Algérie, parce qu'il ne peut pas oublier ses racines. On n'attend rien de lui, mais l'essentiel qu'il montre qu'il n'est pas oublié son village natal ici. Et Zidane est sans doute un peu partagé entre ses racines, ce village, celui de son père et de ses vacances d'adolescent, et ce maillot bleu, celui de la France, qu'il revêtira demain. Je sais que j'ai toujours de la famille là-bas, je sais que les gens là-bas me suivent, et de ça, je suis
je suis touché, quoi. Le Stade de France comme trait d'union entre deux pays, comme écrin d'un destin peu commun, celui de Zidane le Kabyle, champion du monde avec la France. Les attentats américains ont eu lieu en pleine semaine des collections à New York. Quelques jours après, la semaine de la mode à Londres en a subi les contre-coups. Milan, le week-end dernier, a repris le dessus et Paris lui emboîte le pas. Alors que commencent donc les défilés de prêt-à-porter des collections printemps-été 2002. Reportage Estelle Collin, Patrick Deschmecker. Nous ne sommes pas à Roissy, mais au carrousel du Louvre. 1500 invités, une sécurité renforcée. Pas de baisse significative de la fréquentation des défilés, mais une absence remarquée, celle des acheteurs des grands magasins américains. En temps normal, l'équipe de Saks vient à 35 personnes à Paris. Cette saison, personne ne vient à Paris. Ils ont peur en fait qu'un conflit éclate pendant leur voyage en Europe et d'être bloqués en Europe. Une raison, certes, mais peut-être pas la seule, compte tenu de la baisse de la consommation déjà amorcée depuis quelques mois. Première conséquence, faute de trouver acquéreur, la marchandise est parfois tout simplement retournée à l'envoyeur. Pour le marché américain, j'ai bien confirmation que tout ce qui est arrivé avant le 11 septembre était là en place et tout le reste, à mon avis, va être de retour ou carrément annulé. Avec des ventes en chute libre en septembre à New York, les choix stratégiques de certains leaders de la mode se sont imposés. Dès le week-end dernier, il y a une grande enseigne qui a commencé à faire des soldes. Les autres se posent la question. Il y a même des grandes marques qui sont intégrées dans le détail, qui ont les mêmes problèmes que les autres. C'est-à-dire qu'elles sont aussi cotées à la bourse. Elles sont aussi très préoccupées de leur stock de fin d'année. Et je pense qu'elles vont avancer, de grandes marques. Et je pense qu'elles vont avancer leur date de solde. Après les défilés de Londres et Milan, la capitale se lance donc à son tour dans la ronde, avec certainement dans un petit coin de la tête la célèbre phrase américaine « The show must go on », le spectacle continue malgré tout. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle les deux principaux titres. L'avion russe qui s'est abîmé hier dans la mer Noire aurait été abattu par erreur par un tir de missile de l'armée ukrainienne en manœuvre, une hypothèse plus que probable. Et puis les premiers soldats américains font route vers l'Ouzbékistan alors qu'un document inédit montre Oussama Ben Laden entouré de nouvelles troupes. Un document qu'il est difficile de dater, même si l'on nous affirme qu'il a été tourné après les attentats du 11 septembre. Dans un instant, la météo Isabelle Martinet, puis le point route Valérie Maurice. 20h50, votre soirée polar avec la crime et Centrale Nuit. 0h35, le dernier journal, Alexandre Cara. Demain, 7h, dans Thé ou Café, Catherine Sellac reçoit Romane Boranger. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.